Vous écoutez Profil sur Arte Radio. L'avenir, un grand mot qui fait peur ou qui fait rêver, qui fait réussir ou qui fait déconner. Beaucoup trop de gens ont une méfiance envers cette chose qui fait divaguer. Ils pensent qu'ils n'ont aucune chance car ils ne sont pas dans les conditions appropriées. Tellement de clichés dans cette société. J'aimerais vous faire partager ma façon de penser. Ce que vous entendez là, c'est un extrait de Slam écrit en 2007 par ma copine de collège, Neila. Ouais, Neila, sage-femme libérale. Alors que je lui rends visite dans son cabinet de sage-femme, on le réécoute toutes les deux. Allez-y, entrez. Oh, ça fait trop longtemps. Regardons, les banlieues sont sans cesse cataloguées. Si on observe la télé, on voit tout le temps le mauvais. Bien sûr, tous ces problèmes concernent la jeunesse, l'éducation, les problèmes dans les écoles, on en parle sans cesse, avec parfois des idées arrêtées qui ne font qu'aggraver les mentalités. Neila et moi, on s'est connus en 6e et on a toutes les deux grandi dans les quartiers populaires de notre ville natale de Picardie, à Compiègne. Tu te souviens si c'était quand on était en 4e ou en 3e, parce que j'ai du mal à me souvenir. Alors, c'était en classe de 3e. Je crois qu'on a commencé le Club Slam en 4e et qu'on a vraiment écrit des slams complets en 3e pour le concours de fin d'année. Je suis allée la voir pour parler d'un moment qu'on a vécu ensemble à 14 ans. La dérogation scolaire qu'on nous a poussé à faire à la fin du collège. La dérogation, c'était le moyen d'aller dans le lycée public réputé, situé en centre-ville, et donc d'éviter notre lycée de secteur. Réfléchissons. Être dans une école de beau quartier, est-ce forcément réussir? Et dans les ZEP, cela conduit-il au pire? Une idée bien simpliste. Ça en décourage certains, c'est bien triste. J'étais un peu pessimiste quand même sur l'avenir professionnel. Donc ouais, je pense qu'en même temps, on se disait tous, ouais, on peut s'en sortir, mais ça va être chaud. Moi, j'avais pas beaucoup, en tout cas dans mon entourage, d'ascenseur social qui a bien marché, en tout cas que ce soit dans ma famille ou dans mon quartier. Et on avait qui s'en sortaient, hein, mais on avait l'impression que c'était des exceptions. Quand quelqu'un allait à la fac, on disait « Hey, celui-là, il a été à l'université, il a été ingénieur ou quoi ». C'était vraiment un truc de fou, en fait. C'était des petits cas comme ça, à droite, à gauche, quoi. Pour ce podcast, j'ai voulu aller voir Neila, mais aussi d'autres amis au parcours similaire. Feriel, Idir, Néné et Mamie, car ce contournement de la carte scolaire m'a toujours beaucoup questionnée. L'esquive du secteur, un podcast de Halima et Safia El-Katabi, réalisé par Arnaud Forest et produit par Arte Radio. À l'époque, c'était l'enjeu de notre vie. Hein. Où est-ce qu'on va aller? Sinon, c'est soit on allait réussir, soit on allait échouer. Feriel faisait partie de notre bande de copines avec Neila et elle aussi a fait une dérogation en fin de 3e. On était alors scolarisés dans le collège ZEP de notre ville, un collège qu'on nous avait déjà incité à éviter en fin de primaire. En 6e, je devais rejoindre le collège André Malraux, que j'ai rejoint. Malgré la réputation sulfureuse qu'il avait, ma mère à l'époque était très inquiète. En termes de mixité, moi je dirais quand même que c'était un collège d'Arabes et de Noirs. Hein. Il y avait quand même des enfants d'origine... on était tous français, hein, mais qui n'avaient pas d'autre origine, ils ne pouvaient pas dire franco quelque chose, quoi. Et en fait, moi je me suis rendu compte que c'était un très bon collège de secteur. J'ai le souvenir qu'on nous a parlé très tôt des filières d'excellence. On nous parlait des classes prépa, par exemple. Ça, c'était Zougar. Monsieur Zougar, qui était mon prof de français. Et puis ensuite, il a été mon prof principal en 3e, qui nous avait un peu pris à part. Je compte sur vous. Hein, vous trois, vous êtes un peu le potentiel sur lequel je mise cette année. Et puis, on arrive en 3e. Bon, on vous a fait comprendre quand même que vous étiez de bons élèves. Vous avez de très bonnes notes. Vous avez la possibilité de faire mieux. Et c'est quoi mieux? C'est d'espérer un lycée hors secteur.
Hello, coucou. Ça va? Et toi? Ouais, ça va. Ça fait longtemps que je suis pas venue dans la partie. Et on voit la basilique, non Ouais, on voit pas mal la basilique de Voilà, Saint-Denis, surtout tous les travaux pour les JO. Ah ouais. Là, on vient d'arriver chez Idir, un très bon ami que j'ai rencontré pendant nos études supérieures en cours de sociologie urbaine au début de notre vingtaine. En Algérie, on vient de la région de la Kabylie, donc à l'est d'Alger. Mes parents ils sont venus en France donc en 96. Donc moi j'avais 5 ans, en période de guerre civile, enfin période très compliquée politiquement, on appelle ça la décennie noire, et c'est une période où en fait le terrorisme était hyper présent en Algérie, donc c'est pour ça qu'ils sont partis. Avec Idir, on s'est vite rendu compte qu'on avait le même parcours scolaire, mais dans des villes différentes. Quand on est arrivé en France en 96, donc à Douai, ce quartier, c'est un quartier de bars HLM. Ça, c'est des longues barres de 3 étages, jaunes. Et donc, le quartier s'appelait les Blocs jaunes. C'était un quartier ouvrier ou chômage, assez peu de diversité sociale. J'ai été scolarisé dans les établissements de secteur en maternelle et primaire, et puis au collège. La réputation du collège, j'ai appris plus tard qu'elle n'était pas très bonne, notamment en arrivant au lycée. Je me rappelle aussi qu'on n'avait pas de devoirs. Mais je pense que voilà, c'était une adaptation aussi au contexte local et c'était, je pense, très révélateur de classes où les élèves pouvaient pas se faire aider à la maison, donc on faisait tout en classe, quoi. Dès mon plus jeune âge, mes parents s'acharnèrent à me placer. Je dis placer. C'est l'image qui, instinctivement, me vient à l'esprit. Excessive ou non, je l'ignore. L'image du placement d'une enfance en institution. Mes parents cherchèrent à me placer à l'école comme au sein d'une famille qui s'occuperait de moi, me ferait un avenir. Extrait de Comme nous existons, Kautar Archi. Bonjour. Ça va, t'as grandi? Ça va. Oh. Ah, Safia, salut. Ça va? Vous avez pas pris trop de temps depuis la gare? Non, ça va. Ah bah super. Je vais te prendre ton manteau. Tiens, merci. Tu te souviens de Tata? C'est la copine Tata Bibel. Oui. Bibel, c'est le surnom d'une de mes meilleures amies d'enfance, et là, on est chez sa grande sœur, Néné. On a grandi dans le même quartier, le Clos des Roses, à quelques années d'écart. On était voisines. Elle est aujourd'hui principale adjointe d'un collège en région parisienne. Mes parents sont originaires du Sénégal. Ils sont arrivés en France dans la fin des années 70. Donc, ils ont quitté leur région de Matam, qui est une région frontalière avec la Mauritanie, pour venir en France. Donc, ils ont vécu un petit peu à Paris. Et après, ils sont rapidement retrouvés à Compiègne, où il y avait une communauté. Je sais que mon père, il a rapidement travaillé dans les industries automobiles. Il est arrivé d'abord, ma mère l'a rejoint ensuite. Donc ma mère n'a jamais travaillé. Elle a consacré sa vie à élever ses 11 enfants. Je suis la deuxième, après mon frère aîné, donc l'aîné des filles. Mon parcours scolaire, il est marqué par un événement qui est lié à la scolarisation de mon frère aîné, qui, au moment de rentrer à l'école maternelle, n'a pas été inscrit dans l'école maternelle qui est au sein du quartier, mais dans une autre école, pour des raisons d'effectifs, l'école un peu en périphérie du quartier. Et donc, nous avons suivi après, à chaque fois, pour des raisons de regroupement de fratrie, dans cette école-là, qui ensuite nous a menés vers un autre collège qui n'est pas le collège du quartier situé en éducation prioritaire, et ensuite avec les uns et les autres des parcours différents au niveau du lycée.
C'est un hasard qui a été très mal vécu par nos parents qui voyaient tous les proches du quartier, les voisins, voisines aller dans l'école du quartier qui était derrière la maison et eux aller à contre-chemin pour emmener leurs enfants dans une autre école. Voilà, il y avait la vie à l'école et puis la vie en dehors avec mes voisins, mes voisines qui me ressemblaient plus culturellement par rapport à nos origines ou par rapport à notre religion. Et forcément, moi je me dis que c'est vraiment une décision qui a changé mon parcours scolaire et mon parcours de vie. Donc avec ce sentiment toujours d'être un peu à côté, pas vraiment dans le quartier, mais un peu à côté. Dans mon quartier, il y a cet enfant qui s'amuse. Il invente des histoires et la rue s'amuse. Dans mon quartier, il y a ces petits qui sourient. Ils sortent de l'école et ils rient entre amis. Dans mon quartier, il y a ces ados qui se parlent. Ils rigolent, se charrient de manière amicale. Dans mon quartier, il y a de récents mariés. Ils se kiffent, on le sait, et pourquoi s'en cacher? Dans mon quartier, il y a ces mamans qui se croisent, qui s'arrêtent, qui se parlent, qui se posent et se causent. Dans mon quartier, il y a un bébé qui est né. Il aura peut-être, qui sait, une belle destinée. Je me souviens que par rapport à la dérogation, il y avait 2 éléments. Déjà, ma mère qui refusait complètement que j'aille dans le lycée de secteur, de par la mauvaise expérience de mes frères et sœurs. Et aussi certains de nos enseignants qui nous encourageaient vraiment à aller dans d'autres lycées pour avoir une meilleure formation, en tout cas de ce qu'ils pensaient, pour avoir plus de chances de faire ce qu'on souhaitait pour les études supérieures. Donc c'est vrai que ça m'a attirée pour ce sens-là en fait. Plus le fait de faire la classe européenne pour avoir de l'anglais renforcé. La classe européenne, c'était une des options possibles pour contourner la carte scolaire. Car pour avoir le droit d'aller dans un lycée hors secteur réputé, il fallait candidater à des options qui n'existaient pas dans le lycée du quartier. Parmi ces options, il pouvait y avoir aussi des choix de langue originale, comme le japonais, le russe ou l'italien. Concrètement, pour y postuler, on nous avait donné un papier à remplir rapidement. Ensuite, du coup, on a fait cette dérogation. Toi, je sais pas si tu as un souvenir du moment où on a fait la dérogation. Moi, j'ai un souvenir flou. Je me souviens déjà qu'il fallait sélectionner les vœux, premier vœu, deuxième vœu. Et je sais pas toi, mais j'avais énormément hésité à mettre tel lycée et tel lycée en premier, puisqu'il y avait 2 lycées hors secteur. Et oui, il y avait un dossier pour la classe européenne du lycée où on a été, et un entretien, du coup, à prévoir. Il y avait le fait qu'ils prenaient des personnes d'un autre secteur, mais des personnes qui avaient un niveau excellent et qui avaient de très bonnes notes. Et du coup, c'était notre cas à toutes les deux. Je pense que c'est pour ça qu'on a été intégrés dans ce lycée hors secteur de centre-ville. Enfin, l'idée de choisir cet établissement, c'était aussi de se dire que peut-être pour réussir scolairement, faut regarder un petit peu ce que font ceux qui vont a priori réussir plus que soi, quoi. Et c'est fou parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand on vient de nos milieux sociaux, à 14 ans, on est sociologue, quoi. On se dit, bon, c'est quoi les parcours familiaux, c'est quoi les parcours sociaux qui fonctionnent? Et ouais, on absorbe, quoi. À tout instant du jour et de la nuit, cette question les hantait. Je me souviens des nombreuses conversations nocturnes entre mes parents, des questions que Hania posait aux voisins, des appels téléphoniques qu'elle ne cessait de passer, des rendez-vous qu'elle prenait, des brochures qu'elle accumulait. En véritable stratège de mon existence, Hania et Mohamed ont déployé un imaginaire de la résistance. Une infra-résistance, faite de plans, de ruses, d'astuces, pour que je sois là où il leur semblait qu'il fallait être. À force d'insister, en 1993, la dérogation scolaire nous fut finalement accordée. Comme nous existons, Kauta Archi.
Je me souviens bien des premiers jours, notamment le tout premier jour où finalement, je ne sais pas plus quel enseignant avait fait l'appel. Et en fait, on se retenait de rire parce que les prénoms qu'il y avait, on n'en avait tellement pas l'habitude de prénoms anciens et français qu'on était là, mais bête en fait. Mais vraiment, on s'est dit, mais où on est tombé, vraiment, on est tombé. Et c'était un gros choc culturel. Et c'est là, en tout cas, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, ça y est, on n'était plus dans le même lycée qu'avec des gens qu'on connaissait depuis X années. Et je me suis dit, ouais, socialement, ça va être chaud. En fait, je trouvais ça impressionnant de voir des personnes, encore une fois, je pense qu'il y avait une certaine, on va dire, comment dire ça, on se sent un peu inférieur parce qu'on n'a pas le même milieu, il y avait vraiment ça. Et du coup, j'avais du mal à me sociabiliser avec les autres gens, mais c'était surtout les premiers mois, et puis après, c'est passé. Et le niveau, c'est une grosse claque, quoi. Dans toutes les matières, c'est vraiment une grosse claque. Là, on s'est dit, il va falloir vraiment bosser énormément pour rattraper le niveau, parce qu'on se sentait à la ramasse. C'était aussi le moment de la rentrée scolaire des prépas, et du coup, on les voyait dans la cour du lycée et dans le lycée faire leur truc de bisutage, quoi. Enfin, avec, je sais pas, du marqueur sur le visage, et les calots aussi, je me rappelle des calots. Les espèces de chapeaux que portent les étudiants en prépa avec des espèces de pins dessus. Et en fait, tu comprends d'un seul coup qu'à la fois, il y a des prépas, qu'à la fois à l'université, en fait, il n'y a pas une université, mais il y a l'université et il y a les grandes écoles. Donc c'est beaucoup de réalisations en même temps et d'un seul coup. J'avais pas idée que c'était quand même un peu loin. Il n'y avait pas beaucoup de bus pour aller au lycée et donc je partais de chez moi 1 heure avant les cours, quoi. Le bus était à 7h20 et on commençait les cours à 8h20. Le bus de 7h20 dont parle Mamie, je le prenais aussi tous les matins quand j'étais au lycée. Mamie, c'est une des petites sœurs de Néné et elle est allée au lycée du centre-ville quelques années avant moi. Je la voyais comme un espoir d'intégration dans ce lycée qui me faisait un peu peur à l'époque. Et donc j'arrivais 40 minutes en avance, quoi. Ce qui fait que parfois j'allais prendre mon petit déjeuner avec les gens de l'internat. Et sinon, ce qui est étrange, c'est qu'au final, mes copines qui venaient de la campagne, c'était pareil, parce qu'elles prenaient les bus scolaires. Et donc au final, j'arrivais en même temps qu'elles en avance. Mais ça me faisait me lever tôt par rapport à mes frères et sœurs qui prenaient le bus à 8h pour aller à Grenay. Et moi, je prenais le bus à 7h20 pour aller à Dailly, quoi. Ça piquait un peu le matin, quoi. Ce qui est assez étrange, c'est que dans ma classe, en fait, il y avait surtout des gens du collège de centre-ville, des cathos qui faisaient des rallyes, etc. Moi, je ne savais même pas ce que c'était. Je croyais qu'ils allaient à des courses de voitures, quoi. Et après, je comprends que je ne suis pas invitée à des fêtes et non pas à des courses de voitures. Ça m'a gênée un peu plus. Enfin voilà, c'est les fils des médecins, des avocats, des pharmaciens du centre-ville en réalité. Et j'étais la seule personne non blanche de ma classe, j'étais la seule personne qui venait du Clos des Roses parce que quasiment tout le monde venait soit du centre-ville, soit des villages autour de Compiègne, quoi, de l'agglo. Et moi j'avais mes premiers CD que mes potes bourgeois me gravaient là, de rock, métal, tout ça. De quel groupe ? Bon, allez, celui qu'on écoutait le plus, Blink 182, Sum 41, Rammstein, tout ça. Après, j'en suis revenue, ça n'a pas duré longtemps quand j'ai commencé à devenir un peu plus mélomane. Je suis plus allée vers le jazz et le reggae, que j'écoute encore aujourd'hui. J'écoute plus du tout les groupes de rock, mais vraiment plus du tout aujourd'hui, quoi. J'avais croisé une fille avec laquelle je faisais du conservatoire, enfin l'école de musique. Et elle m'a dit, mais Neyla, mais qu'est-ce que tu fais là ? T'es dans ce lycée-là ? Mais comment ça se fait ? Genre, c'est pas possible en fait que toi, alors que t'étais dans un collège, je sais pas qu'est-ce qu'elle pensait, mais du coup ça a été le choc. Et là, je me suis dit, ah oui, vraiment, on est vraiment à part. Donc c'est... Oui, du coup, j'ai dit ça un peu un cheveu sur la soupe. Oui, parce que du coup, au collège, encouragé par notre prof de musique,
J'étais rentrée au conservatoire pour faire du basson parce que c'était la seule place qui restait. Clairement, hein, voilà. Je rêvais de piano, mais pas du tout. On a fait un entretien de 2 minutes dans un couloir et du coup, il m'a posé quelques questions. Il m'a dit, tu connais la clé de sol, tu connais la clé de fa. Et moi, j'étais en panique. Je savais pas quoi dire. Donc, il m'a dit, en fait, c'est pas possible. Et finalement, le prof de musique a réinsisté l'année d'après auprès du directeur pour qu'il puisse me prendre. Et c'était la première expérience d'approche avec des personnes d'autres milieux. Un jour, je me suis retrouvé avec une nana qui était aussi dans ce programme et qui était aussi en section européenne. Et elle avait une course à faire. Et elle devait passer chez Comptoir des Cotonniers. Ouais, du coup, on avançait vers la boutique et elle m'a dit, en me regardant, bon, tu vas faire un petit peu de tâche, mais on n'en a pas pour très longtemps. Sur le moment, j'avais trouvé ça assez choquant. J'ai rien dit parce que j'avais pas envie, de faire d'histoire ou j'avais pas envie que ce soit quelque chose justement ce truc qu'elle a dit. J'avais un peu envie de l'étouffer et qu'on n'en reparle plus. Mais ouais, ça m'avait un peu. Tu sais, tu te demandes un peu pourquoi elle a dit ça, quoi. Donc, il y avait un peu le mépris de classe des élèves. Il y avait aussi le mépris de classe des profs. Ouais, il y a pas mal de profs qui vont avoir un rôle un peu de gatekeeper, de gardien du temple. Et je sais que la classe de section euro, elle était aussi un peu décriée parce que ça faisait baisser le niveau du lycée, parce qu'on faisait rentrer des élèves de classe populaire dans le lycée, quoi, via ces classes. Mais j'avais quand même d'autres profs qui, eux, m'encourageaient à fond. Et c'est vrai que moi, j'ai fini par aller à Sciences Po après le lycée, mais c'est pas quelque chose dans lequel je me serais projeté ou c'est pas quelque chose que j'aurais visé si j'avais pas eu, notamment un prof de SES, qui m'encourageait à fond, quoi, et qui me disait, mais si, c'est pour vous, allez-y. Au collège, je pense que j'avais encore quelques amis au quartier, mais au final, le fait de pas être dans le même établissement scolaire, ça crée de la distance. Alors que c'était pas trop le cas en primaire, quoi. Je trouvais qu'on était quand même assez proches encore. Aujourd'hui, moi, j'ai gardé 0 copine du clos, quoi. Tu vois. Alors que mes sœurs, elles en ont encore, mais c'est parce que mes meilleures amies, elles datent surtout du lycée. On a une du collège que j'ai gardée longtemps, mais on s'est perdu de vue. Et je pense que les liens les plus forts, tu les crées aussi à ce moment-là, à l'adolescence. Et du coup, moi, c'était pas des gens du quartier, quoi. J'étais la seule personne qui venait du Clos des Roses, mais ce qui est assez étrange, c'est que j'ai pas ressenti de besoin d'intégration parce que je me suis fait des copines tout de suite et on avait notre bande, quoi. Ce petit cocon avec alors du coup des gens qui venaient pas forcément de Compiègne mais plutôt des villages alentours. Marie, fille d'agriculteur à Canly, Léa, elle venait de la Croix-Saint-Ouen, Julie aussi, Steph, Jonquière, donc la campagne autour de Compiègne. Et elle aussi avait fait des dérogations quand j'y pense, parce que je pense que c'est plutôt De Gaulle dans ces endroits-là, le lycée de secteur, donc plutôt le lycée du sud de la ville, quoi. Même si moi aussi, je me suis faite des amis au lycée, l'éloignement de mon quartier et de mes copines du collège m'a beaucoup atteinte. Je les voyais de moins en moins et on s'est un peu perdu de vue. Ça me rendait triste et j'en parlais beaucoup dans mon Skyblog à l'époque. Les filles, vous me manquez tellement, mais j'ai jamais l'occasion de vous le dire. J'étais tellement naïve de penser qu'un simple lycée ne pouvait pas nous séparer autant. J'aimerais tellement qu'on se revoie infiniment plus souvent. Je pense pas que je cachais le fait d'avoir été dans un collège de mon secteur, mais il me semble pas en avoir beaucoup parlé. Surtout que, parce qu'on gardait toujours contact du coup avec nos amis du collège de secteur. Et une fois, t'allais voir du coup certaines de nos amies juste après, elles t'attendaient devant le lycée, j'ai un souvenir comme ça. Et en fait, une de mes copines de classe avait vu du coup nos amis en commun du collège et les avait regardées genre, mais c'est qui ces filles-là? Elles sont trop bizarres. Et en fait, je me suis dit, mais
Pourquoi? Je sais pas. Je me suis dit, est-ce qu'on a une différence finalement qu'on voit pas? Est-ce qu'on est entre deux mondes? Nos amis du lycée, nos amis du collège de secteur? Est-ce que finalement on se départage entre deux vies? Ouais, je pense qu'il y avait un petit peu de ça socialement. Appelle-la, Fatih, remets-lui ses jeux, s'il te plaît. On est en train d'enregistrer. J'ai besoin que vous soyez tranquille là-haut. Allez, mets-lui ses jeux. Vas-y, va. Ce qui me frappe, moi, quand je repense à mes années lycée, c'est plus donc l'ouverture par les enseignements. Et après, je trouvais quand même que ça a été difficile dans certains enseignements. Là, j'ai trouvé que certains professeurs, beaucoup moins dans l'accompagnement qu'au collège. J'ai eu le sentiment plus d'une fois de ne pas être traitée de la même manière que d'autres élèves. En fin de seconde, moi je voulais poursuivre en filière pour faire des lettres, de l'anglais. J'avais entamé une 3e langue de l'italien et on me proposait plutôt d'aller sur la voie techno, alors que d'autres élèves de ma classe qui avaient à peu près les mêmes résultats moyens, on ne leur proposait pas d'aller vers la voie techno. C'est un âge où on commence à se projeter, on se construit, intellectuellement aussi on est nourri, donc on commence un peu plus à mettre des mots sur des phénomènes que peut-être quand on est à l'école primaire ou au collège on n'identifie pas. Et donc c'est vrai que c'est de beaux souvenirs, mais c'est là où le lycée, personnellement, j'ai commencé à voir les inégalités. Je me suis réveillée en sursaut, effrayée. J'avais l'impression que le monde avait changé. Ne voulant pas y croire, je me lève et par la fenêtre, j'aperçois un monde qui me fait peur, qui m'attriste et me déçoit. La femme qui fait la manche sur le trottoir, qui mendie quelques pièces pour s'acheter à manger et à boire, ne pouvant en payer son loyer, a été exclue, rejetée, éjectée puis oubliée. L'étranger, ayant émigré et réclamé l'asile politique, n'a pas été accepté dans le pays de la fraternité. Pourtant, les enfants de cet étranger sont aussi des Français, mais sans cesse revendiquent leur nationalité, leur propre identité, trop souvent amenés à se justifier. Oui, il est possible d'avoir le cœur partagé. Entre deux terres éloignées, on ne peut pas trancher. Malgré cela, je me sens écartée sur ma terre natale, la terre où je suis née. Ce monde me fait peur, me surprend et quelquefois m'écœure. Son avenir, sa destinée, sa route, je crains et je me leurre. Je suis un peu émue. Je trouve ça ouf que ça n'a pas changé, en fait. En fait, ce qu'on voyait, nous, en tant qu'adolescents, il y a 15 ans, 20 ans, c'est la même chose aujourd'hui. Donc c'est ça qui me... Mais voilà, on avait déjà une maturité, une conscience des choses, donc ça donne espoir, du coup, de se dire quand même on n'était pas à côté de la plaque. En écoutant les récits de mes amis, je me rends compte que nos expériences de la ségrégation scolaire résonnent encore beaucoup en nous aujourd'hui. Et avec Idir, on en parle souvent. Du coup, en tant qu'adulte, quel regard tu portes sur ce parcours d'avoir déjoué la carte scolaire pendant ta scolarité? C'est vrai que il y a plusieurs couches, quoi. C'est un peu complexe parce que à la fois je porte un regard un peu critique sur c'est quoi réussir sa vie, c'est quoi réussir sa scolarité, toutes les questions aussi autour du mérite, parce qu'en fait quand t'as un parcours de transclasse et que notamment tu réussis socialement via l'école, il y a tout ce truc de ouais mais t'as des bonnes notes, c'est parce que t'as travaillé, parce que tu le mérites, etc. Est-ce qu'on peut se servir de nous comme des contre-exemples de mais si c'est possible, quand on veut on peut, alors que en fait est-ce que j'avais pas un esprit qui était aussi mieux formaté pour réussir dans le contexte de l'école? Je pense qu'une des questions principales que je me pose, c'est dans quelle mesure mon parcours à moi, il est reproductible sur d'autres personnes, avec d'autres profils. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable?
En même temps, je me dis, ouais, est-ce que les parcours comme les nôtres sont pas des espèces de validation d'un système qui est quand même profondément excluant et qui fonctionne à l'écrémage et qui crée beaucoup de souffrance, en fait, en termes d'estime de soi et en termes d'avoir l'impression d'être inadapté à un système qui est présenté pas mal comme le seul qui permet de réussir sa vie, quoi. Je me sens coupable. Enfin, je trouve qu'en fait, on a perpétué des inégalités de notre système. On n'a fait que déjouer un système sans lutter contre. En fait, on n'a rien changé et on fait que légitimer un système parce qu'en fait, on fait partie de ces petits étudiants collégiens de QPV, de quartiers prioritaires, qui sont bons et qui méritent de réussir. En fait, non. On nous a poussés parce mais peut-être que d'autres, dans d'autres conditions familiales, scolaires, plus encadrées, auraient fait aussi bien que nous, mais on n'aura pas donné l'occasion. Si on n'avait pas fait ces dérogations, est-ce qu'on aurait fait Sciences Po, tenté médecine ou des concours sélectifs? Ça, on le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est que d'aller dans ces lycées, à la bonne réputation, nous a ouvert des portes de filières élitistes. Des lycées où on a côtoyé une certaine confiance bourgeoise pour qui il s'agit souvent d'horizons évidents. La dérogation te permet d'avoir un parcours scolaire qui peut être dans des meilleures conditions que celui que tu aurais pu avoir en ne faisant pas la dérogation, mais c'est un truc qu'on veut bien te donner, ou pas d'ailleurs, parfois on te la donne pas. Donc c'est quand même ce truc de l'exceptionnalité ou du hors sentier en fait. Et c'est fou que quand t'es adolescent, tu doives réfléchir à ce genre de choses. Et ouais, et ça met de l'aléatoire dans des parcours de vie en fait, qui sont hyper déterminants. Et du coup, quel rôle on joue nous là-dedans et comment est-ce que aussi on a tout un système qui nous pousse à avoir des réflexes hyper individualistes en fait où tant pis pour le lycée pourri, moi je vais dans le lycée où il faut aller quoi et c'est vrai que c'est très très individuel comme réponse à un vrai problème. Encore une fois, il y a toute cette question de quelle place aussi de l'école dans un tableau beaucoup plus large de ce que c'est que la vie et de ce que c'est que nos vies quoi. Ce que dit Idir sur le risque de se servir de nos parcours, que l'on ait fait une dérogation ou non, me rappelle un événement organisé chaque année par ma ville. Madame, la ville de Compiègne souhaite mettre à l'honneur les talents issus de la diversité et des quartiers de son territoire lors d'une cérémonie. Cet événement a pour but de mettre en valeur les parcours de personnes issues de nos quartiers avec une réussite exemplaire de par leurs diplômes ou leurs emplois, ingénieurs, médecins, avocats, journalistes. Ainsi, nous ambitionnons de montrer à nos jeunes que tout est possible et qu'avec du sérieux, de la motivation et de l'ambition, ils peuvent y arriver. J'ai refusé pas mal de fois. J'y suis quand même allée cette année. Je sais pas trop pourquoi. Au final, je pense que c'était surtout pour faire plaisir à ma mère parce que du coup, c'est une cérémonie de talent de quartier. Mais moi, j'ai envie de dire, je suis un talent tout court. D'abord, monsieur le maire. On n'a pas besoin de nous rajouter ce qualificatif. Et voilà, ça pourrait être quelque chose de... Enfin, ouais, à l'échelle de la ville, quoi. Pas juste pour donner une petite médaille. Et même pas de prix. Moi, je croyais qu'on allait avoir un petit chèque avec, j'avoue. Puis surtout, je vois pas pourquoi moi, j'aurais plus ma place dans ce type de cérémonie que ma voisine qui est infirmière ou mon cousin qui est éducateur, en fait. C'est pas parce que je suis journaliste que je mérite ce truc, quoi. Et pourquoi t'avais refusé les premières fois ? Je sais pas précisément pourquoi j'ai refusé, mais je pense que c'est parce que je n'étais pas OK politiquement avec ce type de sélection, quoi.
D'être considéré comme un modèle, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a dérangée. Moi, ce qui m'anime, c'est surtout la transmission, en fait. Là, participer à ce type de cérémonie, c'est peut-être transmettre un petit peu des choses sur mon parcours. Il y avait pas mal de jeunes dans la salle, donc c'est cool. Mais bon, écoute, ça faisait surtout plaisir à ma mère. Et c'est bien de faire plaisir à ses parents, quand même. L'avenir, un grand mot qui fait peur ou qui fait rêver, qui fait réussir ou qui fait déconner. Beaucoup trop de gens ont une méfiance envers cette chose qui fait divaguer. Mais cette jeunesse qui ne croit plus en elle doit s'accrocher pour gravir l'échelle. Car c'est pas en constatant qu'on y arrivera, mais en se battant pour ce en quoi on a foi. Arte Radio. .com